Et merci car vous êtes nombreux à participer et à nous rejoindre pour cet échange sur un sujet qui nous tient à cœur et qui est beaucoup considéré aujourd'hui dans les entreprises, peut-être insuffisamment sur le plan du dialogue social, qui est la révolution de l'intelligence artificielle. Alors, on va vous laisser le temps de vous connecter, hein, puisque il y a vraiment du monde et puis on sait que tout le monde tout le monde n'est pas là spécifiquement à 11h00, donc on va laisser le temps à chacun de venir et de s'installer. En tout cas, on vous rappelle un certain nombre d'éléments. Déjà, ce webinaire, du coup, alors, il est enregistré et il sera disponible sur la chaîne YouTube de CECAFI du groupe en replay d'ici à peu près une semaine. Et donc, si vous avez un petit moment d'absence, si vous souhaitez le partager avec vos collègues, eh bien, ils pourront également regarder notre échange. J'en profite aussi pour vous dire que sur notre chaîne YouTube, vous avez d'autres webinaires hein, sur d'autres sujets assez vastes et qui concernent votre vie de représentants du personnel ou d'organisations syndicales. Et on vous invite du coup à explorer. Hein. Il y a beaucoup de supports sur toute la palette qui est celle des CSE et des représentants du personnel. Sur le plan de la présentation, donc on fera une présentation dans un premier temps, et vous avez un fil de conversation dans lequel on vous invite à poser des questions. Alors, comme vous avez en face de vous eh bien, des gens de chair et d'os, hein, puisque nous ne sommes pas des avatars créés par l'intelligence artificielle, bon, notre rapport aussi, et à ce jour, n'a pas été produit par l'intelligence artificielle, mais en tout cas, en cas de questions très nombreuses, hein, du fait de nos propres limites de capacité, eh bien, on s'évertuera de répondre au maximum d'entre elles, mais il est possible que nous ne puissions pas y répondre à toutes. Et par ailleurs, on vous invite aussi à signaler si vous souhaitez, suite à cet échange, être recontacté par nos services. Alors, je parlais d'être de chair et d'os, et donc on va peut-être se présenter. Donc pour ma part, je suis Vincent, donc Vincent Mazul du cabinet CECAFI, depuis 13 ans. Je m'occupe beaucoup des transformations des entreprises et j'ai le plaisir, avec Clémentine qui est à côté de moi, eh bien de porter, avec d'autres collègues aussi, hein, le sujet de l'intelligence artificielle pour le monde du travail et les CSE pour le compte du cabinet. Et je me présente, je suis Clémentine Bienenfeld, depuis un peu plus d'un an chez CECAFI et je viens d'une formation centrée sur les sciences sociales, les questions de data et d'intelligence artificielle. Et donc, je suis ravie de participer à ces réflexions sur l'intelligence artificielle au sein des entreprises et pour le dialogue social. Alors, bon, on ne va pas oublier aussi notre ami Eric qui s'occupe aujourd'hui de la régie, qui nous aide à faire que cet échange puisse avoir lieu sur le plan technique. Donc, merci Eric également d'être avec nous. Alors, je vous propose qu'on démarre par une petite introduction qui sera suivie par un petit quiz, puisqu'on avait envie de vous interroger aussi, de faire un peu d'interaction. Alors, et je réponds tout de suite à une question en direct. Vous pourrez le télécharger il vous sera transmis le support, parce que vous êtes inscrit, je crois, avec votre mail, normalement demain, le support écrit. Alors, petite introduction sur le sujet de l'intelligence artificielle. Bon, première chose qui est importante de dire, c'est qu'on parle de quelque chose qui n'est pas nouveau, mais peut-être pas de manière très visible, puisque l'intelligence artificielle, finalement, elle est présente dans nos économies depuis longtemps, dans les secteurs de l'industrie, dans le secteur des services, de la banque assurance, et donc l'intelligence artificielle en soi, et on évoquera un peu par la suite de quoi on parle, eh bien finalement, elle est un peu partout, et puis elle est dans votre poche, de manière très présente, et depuis aussi quelques années, sauf si vous êtes des acquéreurs récents de smartphones. Mais ce qui change, c'est eh bien l'émergence d'une intelligence artificielle générative, avec notamment le fameux ChatGPT qui est arrivé en novembre 2022. Ça change alors en termes d'offres, de contenu et puis de visibilité, puisqu'en fait, ça a amené tout un ensemble hein, de personnes, de citoyens, d'organisations syndicales, de politiques, de se poser la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle, avec aussi en toile de fond, et on ne l'évoquera pas dans le détail parce que ça mériterait beaucoup d'échanges sur les enjeux de régulation au niveau européen, avec le projet de règlement IA qui est en cours d'adoption au niveau de l'Union européenne. C'est un sujet qui intéresse, bien sûr, en premier lieu, eh bien, les entreprises et leurs actionnaires et les acteurs du marché, puisque
eh bien, on le voit. Alors là, on vous donne des prévisions qui sont celles de certains analystes, hein, et ne valident pas nécessairement parce que c'est bien difficile l'exercice de la prévision, mais il est estimé aujourd'hui que si le marché de l'intelligence artificielle a plus que doublé entre 2021 et 2023, il pourrait presque être multiplié par 10 à l'horizon 7 ans. Hein. Et donc forcément, les entreprises, éditeurs de logiciels, entreprises de conseil, et tous ceux qui touchent de près ou loin aux questions IT, ils voient un vecteur de développement de leur activité, de leur profit, mais ce qui nous amène aussi à rendre nécessaire une forme de distanciation par rapport au discours de ceux qui sont intéressés à son développement. Bon, ça c'est pour gérer les entreprises et puis actionnaires employeurs. Et puis, ça concerne aussi beaucoup le marché du travail, puisqu'effectivement, comme c'est une diffusion rapide, accélérée, avec de multiples incidences, on le verra après de manière plus détaillée, eh bien, il est important en fait de comprendre les enjeux, d'être vigilant, et puis aussi, ça on évoquera, de faire en sorte que les outils existants, mais également ceux qui peuvent être imaginés de manière assez logique, puissent être mobilisés par vous qui représentez le monde du travail pour exercer une forme de régulation, voire de trouver dans l'intelligence artificielle des leviers d'amélioration pour le quotidien des salariés, pour de nouvelles revendications, et donc effectivement se protéger, se prémunir des risques, mais également, pourquoi pas, si on parle de gains de productivité, si on parle de nouvelles applications, y trouver une source d'amélioration pour les salariés, et honnêtement, il y aura sans doute peu de personnes à part vous qui le porteront dans les entreprises, et donc c'est important qu'on l'évoque avec vous. On ferme la parenthèse et on vous propose de répondre à deux petites questions et je vais laisser Clémentine les présenter. Donc la première question que l'on se pose, que l'on vous pose, c'est pour vous, l'intelligence artificielle est synonyme de quoi? De menace sur l'emploi, de catastrophe pour les seniors, d'une évolution naturelle du monde, d'opportunité de développer des compétences ou de moyens d'améliorer les conditions de travail en automatisation des tâches répétitives? Ça, c'est la première question que l'on vous pose. On vous laisse un peu de temps pour répondre, puisque une deuxième question va suivre. En tout cas, on voit que c'est les moyens d'améliorer les conditions de travail en automatisant des tâches répétitives qui est en pole position, avec derrière l'opportunité de développement des compétences, intéressant, quoique les menaces sur l'emploi sont en train sont à égalité avec le développement des compétences, avec une forme de dualité d'une certaine manière, qui est assez intéressante. Et c'est sans doute assez juste, une catastrophe pour les seniors, c'est pas si évident que ça, et on pourra voir également pourquoi. Écoutez, merci pour vos réponses. On vous pose une deuxième question avant de nous lancer un peu dans notre présentation. Hop. Quelques secondes pour que la deuxième question émerge. Là, voilà. La seconde question, nous vous demandons en tant que représentant du personnel, comment agir sur ces sujets intelligence artificielle et travail? Est-ce que cela serait en négociant des accords pour protéger les droits des travailleurs, en construisant de nouvelles revendications permises par l'intelligence artificielle, en comprenant mieux les enjeux de l'intelligence artificielle, ou à ce jour, je ne sais pas comment agir? On vous laisse à votre tour répondre. Alors, on va suivre un peu l'évolution des réponses. On voit que le sujet de l'acculturation, mais c'est sans doute l'objet de notre rendez-vous d'aujourd'hui, à savoir en comprenant mieux les enjeux de l'IA, tient la pole position pour l'instant. Il est suivi par la négociation des accords pour protéger les droits des travailleurs, construisant et derrière des nouvelles revendications. Effectivement, ce n'est pas surprenant parce que l'approche par les risques est quand même aujourd'hui majoritaire, hein, et ça se comprend aussi. Et une faible proportion, mais à ne pas négliger, qui ne sait pas encore comment agir. Et c'est aussi le sujet sur lequel on souhaite avancer avec vous. Une centaine de réponses. On laisse encore quelques secondes pour ceux qui souhaiteraient répondre. Eh bien, écoutez, on arrête la photo là maintenant, très intéressante. Hein.
Merci beaucoup. Donc, on le voit, hein, c'est également une introduction intéressante à notre sujet. Il y a effectivement un enjeu d'acculturation et d'approche et compréhension de ce qu'il y a. Et puis, il y a comment s'en saisir par rapport à ce que sont vos enjeux de représentants du personnel. Et donc, je laisse la parole à Clémentine, qui va évoquer avec vous, mais et hop, au fond, il y a un petit décalage technique sur la page. Attendez. Mais qu'est-ce que l'IA ou intelligence artificielle? Vas-y, Clémentine. Donc, on commence par cet enjeu d'acculturation assez large, assez vulgarisatrice de ce qu'est l'intelligence artificielle pour savoir de quoi on parle. Donc voilà, comme l'a dit Vincent, on parle d'intelligence artificielle de plus en plus, notamment avec le développement de l'intelligence artificielle générative et la sortie de ChatGPT en novembre 2022. Comprenons-nous bien pour la définition de l'intelligence artificielle. C'est une machine, c'est un outil qui est utilisé par une machine qui permet de reproduire des comportements associés à l'intelligence humaine, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Donc ça, c'est pour une définition assez large. On a beaucoup de croyances sur ce que est l'intelligence artificielle, notamment ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte. Donc, une forme de fantasme, d'une intelligence, d'une super intelligence qui remplacerait à terme l'humain, donc qui aujourd'hui ne semble pas être un enjeu immédiat pour l'entreprise et le dialogue social à court terme. Une intelligence de science-fiction, on pourrait dire une intelligence artificielle de science-fiction, on pourrait dire pour l'instant du moins. Et à contrario, une intelligence artificielle dite faible, une intelligence artificielle qui est entraînée et ciblée pour des tâches spécifiques. Et donc c'est celle-là dont on va se parler, on va se pencher aujourd'hui. Elle est présente dès aujourd'hui sur des processus de production industrielle, par exemple tout ce qui était système expert qui existe depuis des années, et aussi donc, dans le développement dans le secteur tertiaire, tout ce qui est banque, assurance, etc. Donc, nous, on va se focaliser sur ce qui est l'intelligence artificielle dite faible en entreprise. Je crois que, comme l'évoque Clémentine, voilà, il faut se départir des fantasmes et de tout ce qui est un discours un peu catastrophiste, même si il faut s'y intéresser parce qu'il y a beaucoup d'investissements derrière. Hein. Mais en tout cas, dans le cas du dialogue social, nous, ce qu'on vous propose, c'est de regarder ce qui existe véritablement avec des enjeux spécifiques d'aujourd'hui, puisque si on met de côté un peu ces projections très théoriques, eh bien, il y a des éléments déjà applicables qui existent dans les entreprises, qui parfois, et ça, je pense que c'est important qu'on l'évoque, ne sont pas forcément visibles par vous, et qui sont ces IA dites faibles. Donc, l'intelligence artificielle dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas la super intelligence qui va nous remplacer, mais ce sont des outils déjà présents dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. Tout à fait. Donc, l'intelligence artificielle, concrètement, elle repose sur des capacités d'apprentissage qui sont appliquées à des données massives selon, on va distinguer deux modes d'apprentissage, ce qu'on appelle le machine learning. Donc, le machine learning, c'est l'apprentissage par la machine, et du deep learning, que nous allons voir plus tard. Ce qui est le machine learning, ce sont des algorithmes apprenants qui permettent d'identifier les relations entre les données pour apprendre et, avec des nouvelles données, obtenir une discrimination, une identification, un sujet précis. Alors peut-être un point utile, Clémentine, c'est parce qu'on parle beaucoup d'algorithmes, mais c'est quoi un algorithme? Alors qu'est-ce qu'un algorithme? Un algorithme, c'est tout comme une recette de cuisine. C'est un ensemble d'instructions que l'on doit suivre dans un ordre précis. Sauf que dans le cas de l'algorithme, la recette de cuisine, c'est un code informatique, et les ingrédients, ce sont les données, nos data, les data qui nous caractérisent, que l'on divulgue tous les jours sur Internet, par nos comportements, etc., par nos téléphones, notamment. C'est la matière qui sert effectivement du coup à produire un contenu. Mais du coup, on est d'accord, Clémentine, du coup, ce machine learning, en fait, il correspond à des tâches qui sont d'une certaine manière contrôlées
programmées par l'humain. Mais du coup, c'est quoi la différence avec le deep learning? Avec le deep learning. Le deep learning, c'est une sous-catégorie du machine learning, sauf que ça se repose sur une technologie qui s'appelle les réseaux de neurones artificiels profonds qui, on va dire, miment les systèmes neuronaux humains et qui est utilisé pour des tâches plus complexes avec plus de données, mais les données peuvent être de nature plus diverse. Peut-être pour illustrer le propos, si vous, en tant qu'humain, si vous avez un tableau un peu foutraque avec des données dans tous les sens, bah, vous êtes en capacité de dire, bon, ça, de le lire, de faire des liens entre les éléments, même si on ne vous les a pas classés pour vous. Tout à fait. S'agissant du machine learning, eh bien, c'est à l'humain de trier, de classer et de dire, en appliquant la fameuse recette, bah, comment on a le gâteau. Si la farine était mélangée avec les œufs et si les ingrédients ne sont pas dans l'ordre, eh ben, le gâteau il sera pas bon. Alors que dans le cas du deep learning, le deep learning, il va regarder comment agencer la table et puis il va s'adapter en fonction des ingrédients. Peut-être que les ingrédients ne seront pas les mêmes et du coup, il va faire évoluer la recette. Vous voyez, c'est un peu ça, la différence. Cette analogie-là, et juste pour préciser, ce que dit Vincent, c'est que dans le cas du machine learning, c'est qu'il y a besoin d'une intervention humaine dans la création de l'algorithme, évidemment, mais aussi dans la structuration des données et dans leur utilisation, l'apprentissage, etc. Donc, il y a tout un pan de travail humain sur lequel l'intelligence artificielle se repose, et c'est ce qu'on appelle notamment, ce que Antonio Casilli a appelé les travailleurs du clic. Donc, c'est ces humains qui structurent la donnée, qui la mettent en forme et qui permettent à l'intelligence artificielle d'apprendre et de se devenir de plus en plus précise. Derrière les projets d'intelligence artificielle, c'est important ce que vient de dire Clémentine, derrière, vous avez souvent du travail humain, et du travail humain qui repose, pas forcément sur des personnes bénéficiant d'un statut social, on va dire, proche de celui qu'on connaît, mais on peut penser à Madagascar ou des pays à bas coût. Et donc, derrière l'intelligence artificielle, notamment en machine learning, vous avez aussi une forme de précarisation, en tout cas de recours à ce qu'on appelle l'offshoreisation, à ne pas... Un travail précarisé. Exactement. Alors, on vous rassure, et l'idée, c'est pas que vous soyez des spécialistes techniques de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, nous, on ne l'est pas, mais on évoque là quelques notions. Autre notion importante qu'on a évoquée en introduction, l'intelligence artificielle générative. C'est la grande tendance actuelle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle générative? Comme son nom l'indique, elle génère du contenu. Donc, elle génère automatiquement du contenu ou des données. Alors que l'intelligence artificielle dite traditionnelle est plutôt spécialisée sur des missions spécifiques, la catégorisation de l'information, la résolution de problèmes. L'intelligence artificielle, elle génère du texte, elle génère des photos, et elle crée des contenus nouveaux. Et donc, il y a encore plus cette idée de l'intelligence humaine, qu'on croyait la création, qu'on croyait spécifique à l'espèce humaine. Non, l'outil peut créer des contenus nouveaux sur la base de données du passé. Et d'ailleurs, nous tromper. C'est par exemple, pour donner un exemple un peu illustrant, je pourrais, avec un des outils, on a listé un certain nombre d'outils, par exemple DALL-E, vous montrer une formidable image de moi en soirée dans un palace avec Kylian Mbappé en expliquant que j'ai une vie sociale incroyable. Vous êtes libre de le croire ou non. Mais en tout cas, vous voyez, c'est cette capacité à générer des contenus avec, alors, on ne l'évoque pas là, mais bien sûr, tous les enjeux démocratiques de fiabilisation des contenus que ça pose pour la presse, les réseaux sociaux, etc. On ferme la parenthèse. Mais vous voyez, cette IA générative, du coup, elle crée. Et parfois, on peut s'y méprendre, et on le voit dans le cas des livres, on le voit dans le cas de la musique, où on pourrait se demander dans certains cas, même si est-elle si intelligente, on peut se le poser, est-elle vraiment créative, on peut se poser la question, mais ça ressemble quand même à du travail humain, y compris de création, ce qu'on a toujours considéré comme le propre de l'être humain. Alors là, on voulait plutôt vous illustrer de manière pratique sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle en entreprise, que vous avez pu rencontrer dans vos entreprises, dans d'autres entreprises ou même dans votre quotidien. Par exemple, on parle de Kylian Mbappé. Si je suis en entreprise de bière et que je veux avoir
à savoir comment je dois gérer mes stocks, comment gérer mes stocks de bière, comment produire, eh ben, j'aimerais peut-être avoir un outil qui prenne comme information la météo, les événements sportifs et qui, en temps réel, me donne mes niveaux de production ou mes niveaux de stock attendus de manière intelligente. Ça peut être un exemple d'intelligence artificielle en entreprise. Parce que c'est bien connu, il y a beaucoup plus de bière à Exactement. consommer quand il fait beau que quand il fait froid. Et le foot ou d'autres événements sportifs sont des lieux effectivement de consommation accrue. Exactement. On en a souvent parlé, la question de l'aide au recrutement. Donc, par exemple, je suis une entreprise, je veux embaucher un boulanger, je sais pas, un data analyst, je sais pas. Je reçois 1000 CV en tant que RH. Comment je choisis? Je vais pas, enfin, 1000 CV, ça me paraît être un boulot monstre pour lire un 1000 CV, les comparer, etc. Ben, j'ai peut-être un outil qui va automatiquement lire ces 1000 CV et qui va me les classer par le plus pertinent par rapport à mon offre, au moins pertinent. Ce qui pose, et on en reviendra, des questions évidemment de biais, c'est un outil d'aide à la décision, mais l'outil, comme tout outil technique, a ses biais, et donc il y a des questions de discrimination notamment, des questions de public, d'enjeux publics. Un autre exemple, si vous êtes sur un site internet, vous vous posez des questions, et ben l'entreprise, l'entreprise en première réponse service client va vous faire dialoguer avec un chatbot, ces agents conversationnels que vous avez souvent en bas de vos pages web. Vous pouvez discuter avec ce chatbot pour avoir des premières réponses à vos questions les plus communes avant d'être redirigé vers un service client humain, par exemple. Alors, on pourrait multiplier beaucoup, on vous a donné là un certain nombre d'exemples déjà existants dans votre entreprise et sans doute dans votre vie personnelle. Si je reprends le dernier exemple évoqué par Clémentine, ces technologies de chatbot, par exemple, qui sont là depuis longtemps, aujourd'hui, on voit une accélération très forte de leur capacité et du coup, des incidences très fortes. Et c'est pour ça que sur ces sujets de ces technologies, qui posent des questions classiques, mais qui ne sont pas comme les autres, on va l'évoquer, eh bien, il y a un enjeu très fort d'appropriation, d'acculturation, certes, mais encore une fois, l'enjeu, c'est pas que tous les représentants du personnel deviennent un spécialiste technique de l'intelligence artificielle de la recette ou de la data, mais de se dire, au fond, comment appréhender les enjeux et comment agir. Et puis, on évoquait ce sujet, mais nous ne devrions pas l'oublier. Le caractère, l'impact environnemental de l'intelligence artificielle, bon, comme tous les outils numériques, c'est un peu impalpable. On a une machine, on a l'impression de faire quelque chose, c'est assez éthéré, assez diffus, mais l'intelligence artificielle consomme énormément d'énergie, produit donc, utilise et émet des gaz à effet de serre, ce qui pose une question dans un cadre d'urgence climatique actuelle. Et cet impact écologique de l'intelligence artificielle est dû notamment à trois facteurs. Le fait qu'il faille des machines pour faire de l'intelligence artificielle et donc besoin de hardware, comme on dit, donc d'outils des calculateurs, des ordinateurs, des data centers, etc., des espaces de stockage. Donc il y a des besoins physiques, mais il y a aussi toute la consommation des data centers, donc des centres de données les données, même si elles ne sont pas utilisées, elles doivent être stockées, et ça consomme énormément d'énergie. Et tout ce qui est l'impact, les besoins d'énergie pour créer un modèle et pour l'entraîner, donc des capacités énergétiques immenses et donc des émissions de CO2 fortes. Et le développement de l'intelligence artificielle, on ne doit pas oublier cet impact écologique qui risque de croître avec son développement des usages. Et surtout que, même s'il y a clairement une mobilisation des organisations syndicales sur le sujet, il y a aujourd'hui un développement des capacités d'interpellation de vos entreprises sur les choix et les conséquences des choix qui sont faits, notamment en matière environnementale. On arrive donc au sujet de se saisir dans l'IA dans l'entreprise. Quels sont les enjeux et les outils? En premier lieu, eh bien, en fait, vous allez vous rendre compte, mais je pense que c'est déjà le cas,
que ça traite en fait des sujets qui sont déjà les vôtres dans votre quotidien et qui seraient ceux d'une nouvelle technologie autre. D'abord, bien évidemment, il y a l'incidence sur l'emploi. Est-ce que tel ou tel emploi, il va voir son volume baisser dans le temps? Et est-ce qu'on va devoir voir évoluer la structure d'emploi? Est-ce qu'on va avoir plus, par exemple, de personnes dans l'IT, moins de personnes sur certaines fonctions, etc. Donc, bien sûr, c'est l'incidence sur l'emploi et c'est la première, souvent qui est évoquée, notamment dans les secteurs qui sont percutés le plus directement par l'automatisation des tâches, par l'intelligence artificielle. Mais au-delà des études avec lesquelles il faut prendre beaucoup de distance sur l'impact de remplacement, en fait, ce qu'on se dit, nous, c'est que le sujet le plus évident, ce sera l'évolution des métiers et des contenus des postes avec tous les enjeux de formation et de parcours professionnel. Déjà, les métiers ont toujours évolué, pour une part, avec les technologies. La numérisation, elle est là depuis toujours. Mais là, il pourrait y avoir une accélération par l'automatisation. Et donc, ça mène à interroger les contenus du poste et à faire en sorte que les salariés soient accompagnés, bien évidemment, dans le cadre de leur métier et que cette évolution du métier, elle soit favorable et positive. Moins de tâches potentiellement rébarbatives, plus de tâches valorisantes et qu'elles s'accompagnent d'une progression des compétences et un accompagnement dans cette progression des compétences. Effectivement, quand on parle d'un outil qui va vous permettre d'accélérer, on trouve parfois qu'on accélère beaucoup, peut-être trop, et se pose la question des conditions de travail. Avec, encore une fois, ça peut aller dans les deux sens. Sur la question du temps, de l'intensité, des rythmes de travail. Si un outil me permet de gagner du temps et de la productivité, eh bien, pourquoi ne pas le réinvestir sur la qualité du temps au travail, peut-être le temps, le rythme, et puis avec toutes les incidences aussi des risques psychosociaux qu'il faut observer par rapport à ces outils, puisque ce sont des éléments qui viennent perturber le quotidien de travail, qui posent des tas de questions de responsabilité d'utilisation des outils. Et donc, voilà, l'aspect conditions de travail au sens large est très important. Derrière, on entend aussi beaucoup parler, bien sûr, du point de vue des directions d'entreprise, des actionnaires, eh bien, des gains de productivité. Eh bien oui, et avec une optique, sans doute à tort, centrée sur la réduction des coûts, tout bêtement. Bon. Sauf qu'en fait, ces gains de productivité, eh bien, il faudra se poser la question du partage de la valeur. Ça peut être question classique entre capital et travail, et pas qu'en question de rémunération, ça peut être en temps aussi, ça peut potentiellement amener de nouvelles revendications sur le temps et l'organisation du travail. Et puis aussi, et ça c'est la transformation de la chaîne de valeur, par rapport au client. Dans quelle mesure notre client, on le voit dans certains cas, et déjà dans des entreprises qui se transforment vers l'intelligence artificielle, où bonjour, on va faire de l'IA, et puis le client lui dit écoutez, maintenant que vous faites de l'intelligence artificielle, vous allez me réduire les coûts de 20%. Vous voyez ? Le prix de 20%. Ouais, les prix de 20%, pas les coûts. L'incident, c'est que du coup, il faut réduire les coûts de 20%, ce qui est une autre affaire. Et donc, on va voir que, y compris sur le plan stratégique, eh bien, les entreprises peuvent voir leur modèle économique évoluer, voir arriver de nouveaux concurrents avec l'intelligence artificielle, voir des concentrations, se devenir dépendant de fournisseurs d'intelligence artificielle, et donc, ça va transformer, y compris des secteurs industriels entiers. Et puis, sur l'organisation du travail, eh bien, effectivement, ça peut être des outils de suivi de l'activité, des suivis de management, on parle de management algorithmique, ça peut jouer sur les processus de production, sur, encore une fois, la question de la productivité. Et donc, vous voyez, quand on fait ce cercle-là sur l'intelligence artificielle, on se rend compte que c'est déjà des questions, ce sont déjà vos questions, sauf que là, vous les regardez avec une technologie qui est différente. Bon, jusque-là, on va dire, vous connaissez, mais il y a une grosse différence. Alors, plusieurs grosses différences, si on est plus précis. Déjà, en fait, c'est une technologie qui est de nature évolutive. C'est-à-dire que vous introduisez une machine, par exemple une machine outil. Alors certes, elle va vieillir, elle va évoluer, vous allez apprendre à vous en servir, mais la machine outil, elle ne va pas apprendre, enfin en tout cas celle qu'on connaît, elle ne va pas apprendre d'elle-même à faire différemment sans vous demander votre avis. L'IA et l'IA générative sont des technologies qui évoluent fini itératives dans leur fonction, dans leur capacité de répondre, dans leur qualité de réponse, sans forcément que vous en ayez la maîtrise en tant qu'utilisateur. Et donc, la vérité d'un jour, ce n'est pas celle d'une autre main. Et peut-être que si l'outil un jour, il va permettre de faire des tâches, d'automatiser des tâches ou de faire telle transformation à date, peut-être que d'ici 1 an, d'ici 2 ans, ce sera différent. Et peut-être même qu'il aura mal appris, qu'il commencera à vous faire des erreurs et que vous aurez des problèmes de qualité. Et donc, de fait, regarder le sujet juste au jour J et pas s'intéresser de son évolution dans le temps, vous comprenez bien, c'est un problème. Et puis ensuite, effectivement, il y a d'autres enjeux éthiques spécifiques ou ce qu'on pourrait appeler pour une IA de confiance, puisque ça repose
sur des sujets fondamentaux. D'abord, la collecte, utilisation et stockage des données personnelles et professionnelles, pardon, les sujets RGPD pour simplifier, et les questions de sécurité, avec tous les risques de piratage qu'on voit, c'est un sujet immense. La question de la transparence des algorithmes. Pourquoi transparence des algorithmes? Pour essayer de comprendre s'il y a des biais, etc., c'est quand même bien de comprendre comment ça fonctionne. Hein, et donc, il y a une forme de boîte noire. Ça renvoie aux enjeux de discrimination et des biais qu'évoquait Clémentine. La responsabilité de contrôle humain. Comme ça reste pas un humain et que c'est une intelligence, on pourrait questionner est-ce vraiment une intelligence? À quel moment c'est celui qui a utilisé l'intelligence artificielle qui est responsable de l'issue? Ou celui qui n'a pas utilisé l'intelligence artificielle qui est responsable de l'erreur? Exactement. Et puis la question du contrôle humain. Et le contrôle humain, dans quelle mesure ça peut être par le dialogue social? Et enfin, et on ne va pas le détailler plus que ça, le management algorithmique avec la gestion des carrières, la prescription du travail, le contrôle. On pense aux plateformes logistiques où l'être humain suit des consignes comme ça qui sont données par une IA qui calcule beaucoup de choses. On pourrait rajouter le monitoring santé. Attention, vous êtes fatigué, il faut que vous vous reposiez. Si c'est dans ce sens-là, à la limite, pourquoi pas. Si c'est bonjour, vous marchez moins qu'hier, vous pourriez vous dépêcher s'il vous plaît, ce serait un peu plus gênant. Et puis encore une fois, et les sujets de propriété intellectuelle. Donc vous voyez, beaucoup de sujets qui mériteraient chacun des conférences. En tout cas, des éléments différenciés. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh oui. Eh bien, c'est toujours utile de se dire qu'on a déjà des outils, Clémentine, au sein d'entreprise. Au sein de l'entreprise, dans le cadre de notre code du travail, des moyens des CSE qui permettent de faire apparaître ce qui n'apparaît pas parfois, faire émerger les sujets d'IA parce qu'ils seront déjà dans les entreprises, dans certains cas plus, dans certains cas moins, et puis d'interroger les questions de trajectoire et surtout d'y mettre votre nez et d'y mettre vos revendications, votre vigilance et vos apports pour que cette transformation soit le plus favorable possible aux salariés. Le premier enjeu, sans doute, c'est la question des orientations stratégiques. Et donc, n'hésitez pas à le mettre à l'ordre du jour des orientations stratégiques, les questions technologiques, projet d'introduction d'outils IA et la politique d'investissement, la stratégie numérique, la gestion des emplois et des parcours professionnels qui est dans les orientations stratégiques, la transformation du modèle économique et aussi, on a failli l'oublier, mon Dieu, les impacts environnementaux. La situation économique et financière, pourquoi? Oui, classiquement, coût, économie, politique d'investissement, partage de la valeur, ça renvoie à ces sujets d'IA. La politique sociale, utilisation de l'IA par les RH et le management, le cas du traitement des réponses à des postes, ce qu'évoquait Clémentine, la politique de protection des données, les conditions de travail qui sont dans la politique sociale, les questions de formation et d'inclusion numérique. Donc ça, c'est les éléments classiques. Et puis, peut se poser, parce qu'on le voit dans un certain nombre d'entreprises, le fait de soit d'avoir une commission spécifique spécialisée, parce qu'on voit que le sujet est quand même pas simple et demande une certaine mobilisation. Ça peut être au niveau du CSE, du comité de groupe, du comité européen. Enfin, le fait d'avoir des instances qui suivent le sujet, parce que le sujet est important. Et par ailleurs, on pourrait aussi envisager, pas forcément, parce que c'est pas nécessairement la voie qui est prise au niveau réglementaire, mais une information consultation annuelle spécifique, pas nécessairement obligatoire parce qu'elle ne l'est pas, mais je veux dire, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur l'état de l'art dans l'entreprise, vers où on va, qu'est-ce qu'on veut et quels sont les garde-fous, les moyens de contrôle pour les CSE. Ça nous amène ensuite à comment, donc je ralentis un petit peu parce que je pense que c'est utile. Donc vous voyez, orientation stratégique, situation économique et financière, politique sociale, c'est obligatoire. Vous avez le pouvoir de mettre les sujets à l'agenda. Vous pouvez aussi vous faire accompagner, par exemple, par des experts. Mais en tout cas, voilà, c'est dans votre escarcelle et vous pouvez, dès aujourd'hui, on vous y encourage, interroger vos entreprises sur où est-ce que vous en êtes de l'IA dans ces différentes dimensions, avec bien sûr des différences suivant que vous soyez dans un secteur très exposé, moins exposé. Peut-être des entreprises qui ont devancé un peu le sujet et qui vous l'ont déjà évoqué, d'autres qui ont l'intelligence artificielle discrète. Mais en tout cas, on pense que le fait que vous soyez demandeur facilitera nécessairement votre capacité à agir sur le sujet. Donc ça, c'est le sujet des informations consultations annuelles obligatoires. Les outils que vous avez aujourd'hui. Ouais, ce dont vous disposez aujourd'hui. Et puis, il y a la question de comment on fait, Clémentine, comment on fait quand on a un projet important, c'est-à-dire un projet qui vient transformer l'entreprise,
potentiellement les emplois, potentiellement les outils, la formation, la stratégie, en tout cas ce qu'on appelle l'introduction d'une nouvelle technologie, un sujet qui n'était plus tant que ça mobilisé en fait par le dialogue social, hein, puisque en tout cas pour notre part, on voyait assez peu des informations, consultations sur le sujet. Et là, si on revient un petit peu en arrière, on a un problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que l'information de consultation classique, c'est bonjour, voici notre projet. Vous avez 1 mois, 2 mois, possibilité d'avoir un expert pour analyser le projet et ses conséquences. Vous remettez votre avis et pouf, c'est parti, c'est lancé. Sauf qu'est-ce qu'on a dit avant, c'est que l'IA, la vérité d'un jour, c'est pas la vérité de demain. Et puis souvent, on n'arrive pas à appréhender les conséquences concrètes du projet, surtout à large échelle, sans expérimenter l'outil et se rendre compte de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, ou de ce qu'il potentiellement pourrait faire. Et ça, ce n'est pas la pratique, hein, c'est pas la pratique classique d'information-consultation sur le sujet. Du coup, on réfléchit pour notre part, et là, on vous présente une forme d'approche sur, dans l'idéal, parce que entre ce qu'on projette tous dans l'idéal, et ça, vous êtes bien placé pour le savoir, et la manière dont on arrive à faire accepter par l'employeur, hein, les modalités de consultation pour des projets sur lesquels ils veulent aller vite, etc., mais ça, vous connaissez. Mais en tout cas, nous, on se dit que si on veut vraiment bien traiter le sujet, on pourrait avoir un processus structuré, on dit 6 étapes, peut-être qu'on pourrait en imaginer plus, mais qui disent, bah, d'abord, le CSE, il faut l'informer sur le projet et les objectifs poursuivis. Il faudrait ensuite en négocier les modalités d'expérimentation, d'analyse, parce qu'il faut expérimenter pour comprendre, potentiellement travailler un accord de méthode. Ensuite, mettre en œuvre une expérimentation, parce que si on n'expérimente pas, ou s'il n'y a pas du coup, des usages éprouvés, eh bien, on ne se rend pas compte, y compris pour l'entreprise, hein, ça peut être dangereux de la réalité de l'outil, entre la promesse et la réalité, parce qu'après, il y a plein d'enjeux de qualité, de conditions de travail, y compris pour les clients. Ensuite, d'analyser bien sûr les résultats de l'expérimentation, pour prévoir la possibilité de retrait du projet. C'est pas facile ça, mais peut-être qu'il y a des projets qu'il ne faut pas faire, hein, et quand on fait des projets qu'il ne faut pas faire, bah, parfois ça coûte très 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 cher, et pas qu'aux salariés. Et puis enfin, sur le sujet du caractère itératif et non fini de la technologie, bah, c'est la question du suivi. Puisque la vérité d'un jour n'est pas la vérité de demain. Puisque l'outil transforme même l'organisation de l'entreprise, une forme de rétroaction. Eh ben oui, effectivement, on ne peut pas dire bah, notre avis c'est celui-là, et puis hop, on lâche prise, et puis on vous laisse gérer pendant les 10 prochaines années. Ben non, il faut demander sans doute des points de suivi, peut-être une modalité de retrait si on s'aperçoit qu'il y a un problème, parce que si l'outil apprenant apprend mal, si il pose des problématiques fortes de conditions de travail, si ça pose des problèmes de qualité, etc., eh bien, il vaut mieux le détecter, il vaut mieux le traiter. Et vous le savez aussi, parfois les directions générales sont pas forcément, alors, toujours c'est forcément très bien informés de ce qui se passe sur le terrain, parce que et donc ça, ils ont besoin de vous pour ça. Et d'autre part, c'est parfois pas forcément facile pour eux aussi d'admettre que les choix qu'ils ont faits peuvent être remis en cause, questionnés, etc. Bon, il faut accepter qu'il y a une forme de lâcher prise, et ça pour les entreprises, ceux qui savent exactement ce qu'ils feront de l'IA, à quelle hauteur est-ce que ça leur apportera, bah, on aimerait bien les rencontrer avec Clémentine. En tout cas, il y a un enjeu du coup de suivre, et suivre pour tous les questionnements que ça pose. On peut vous refaire la roue, hein, entre les enjeux économiques, financiers, stratégiques, environnementaux, conditions de travail, partage de la valeur. Bon, ça peut être tellement central que pour nous, ça mérite qu'il y ait à la fois, donc, bien sûr, une information, une consultation adaptée, mais aussi qu'il y ait des points de suivi et un droit au suivi, potentiellement via une commission sur ces sujets. On a dit des choses. Alors, peut-être pour conclure, avant de laisser la place aux questions, parce que le fil de questions c'est nourri, pardon. Alors, en conclusion, vous avez déjà les outils pour interroger dans vos organisations, des entreprises, mais c'est très vrai aussi, hein, dans le secteur public, sur l'utilisation de l'IA pour mieux l'anticiper, avec un regard, et ça on insiste là-dessus, qui ne soit pas que risque, parce que peut-être que la productivité au travers des outils de l'IA, les gains sur des automatisations, alors ça sera peut-être aussi une occasion de revoir les questions du travail, notamment du temps de travail, pourquoi pas.
cas des conditions de travail. Et donc, vous avez une capacité revendicative. Peut-être aussi, et ça, je pense que vous êtes les premiers porteurs, que ça peut aussi appeler des éléments forts sur d'autres sujets que vous suivez. La lutte contre les discriminations, l'inclusion, faciliter du coup le travail et le développement professionnel de certaines catégories de salariés qui ont certaines caractéristiques. En tout cas, il ne faut pas voir l'IA. En tout cas, il faut faire en sorte que l'IA ne soit pas vue que comme un sujet de réduction des coûts, mais comme un facilitateur au service du travail et des salariés pour avoir une trajectoire positive sur le plan économique, social et peut-être environnemental, on ne sait jamais. Donc ça, c'est voilà. Donc vous pouvez vous en saisir. Vous n'avez pas besoin d'être spécialiste parce que c'est un sujet important. Il y a un peu d'acculturation, mais finalement, vous voyez les sujets dont on parle, c'est des sujets qui sont dans votre quotidien. Autre point important, donc, c'est en cas d'introduction de technologie, essayer de voir comment adapter le dialogue social à la technologie, parce qu'encore une fois, si vous remettez votre avis et qu'après on ne vous en parle plus pendant 10 ans, honnêtement, il y a un problème. Et puis enfin, vous comprenez, on est très intéressé, engagé sur ce sujet. Donc, on est bien sûr à votre disposition là d'entre l'échange pour répondre à vos questions là, pour répondre à vos questions après ou évoquer vos situations dans vos entreprises sur l'intelligence artificielle. Voilà pour nous. On va essayer de regarder peut-être le fil de questions. Alors, on a une première question sur quelle est la différence entre l'intelligence artificielle et un algorithme. L'intelligence artificielle, l'algorithme, c'est un composant de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est plus large et génère un produit, classifie, génère une image, etc. Alors que l'algorithme n'est que un procédé, n'est que une marche à suivre pour l'intelligence artificielle, etc. Blablabla. On va dire que l'algorithme, c'est un des mécanismes sur lequel repose l'intelligence artificielle et qui va traiter la donnée. Je vais voir une question sur le droit du travail. Le droit du travail va fortement évoluer pour intégrer ces nouvelles contraintes induites par l'IA. Sujet intéressant qu'on ouvre brièvement. Aujourd'hui, les modalités de régulation par le haut de l'intelligence artificielle au travers du règlement européen sont, pour le dire simplement, light. Ouais. Ce qui a mis à part quelques technologies considérées à haut risque comme la notation sociale comme en Chine, etc. Bon. Sinon, en fait, il y a une part assez ouverte et assez soft, assez molle de régulation. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a un enjeu potentiellement à ce qui est une régulation au niveau national potentiellement plus marquée. Il faut savoir quand même que la France s'est plutôt battue contre le fait qu'il y ait de la régulation. Donc en France, ce ne sera pas évident. Ça peut être un accord national interprofessionnel. Et puis par ailleurs, ça renvoie beaucoup à donc pas sûr qu'il y ait, en tout cas côté gouvernemental à ce stade, le souhait de vouloir adapter les éléments. On comprend que du côté des organisations patronales, il y a plutôt le fait de considérer que les droits des CSE et le droit du travail est plutôt bien équipé pour y répondre. Vous avez vu qu'on pense peut-être un peu différemment. Et c'est là que votre rôle est essentiel parce qu'il n'y aura pas mieux que vous pour défendre une adaptation des droits qui soit en faveur des salariés. Donc là-dessus, s'il y a une évolution, en tout cas positive, sur le sujet du droit du travail, du droit des CSE, de la représentation des salariés sur le sujet, on pense que ce sera par vous qu'elle passera. Et on voit mal aujourd'hui, en tout cas, qu'elle vienne autrement, en tout cas naturellement. On a une question sur qu'est-ce que vous préconisez pour s'acculturer? Alors, bonne question. Qu'est-ce qu'on préconise pour s'acculturer? Alors, c'est intéressant. Alors, il y a des projets intéressants sur le sujet. Il y a beaucoup de supports intéressants. Ce qu'on vous propose, on va peut-être ajouter à notre support une liste de ressources qu'on juge intéressantes, des MOOC. Il y a des MOOC, voilà. Voilà. Il y a des vidéos sur est-ce que c'est vraiment intelligent l'intelligence artificielle, des jeux, parce qu'il y a eu des productions, y compris de jeux pour comprendre l'intelligence artificielle. Donc, il y a des supports, on peut vous mettre des supports, des podcasts, donc il faut se renseigner, il faut tester pour vous rendre compte. Donc, c'est une bonne question. Il y a des supports pour s'auto-former. Vulgarisateur.
notamment par exemple, dans le secteur des MOOC, il y a vraiment de l'acculturation pure à commencer à jouer un peu avec des outils d'intelligence artificielle pour mettre les mains dans le cambouis, voir qu'est-ce que ça donne concrètement. Donc il y a vraiment une large palette, on vous en fera une petite synthèse. Alors, on regarde les autres questions. Alors, peut-on utiliser l'IA pour rédiger et retranscrire de l'ECR de séances plénières? Question de droit et respect des données perso. Eh bien oui, évidemment. Alors, un vrai sujet, parce qu'effectivement, dans les fonctions de la vie qui peuvent faciliter le vie d'un secrétaire de CSE, il y a le fait de pouvoir retranscrire, ce qu'on appelle le transcript, qui est présent notamment dans les nouvelles versions augmentées de la suite Office avec l'outil qu'on appelle Copilot. Eh bien, pour nous, c'est un outil d'enregistrement qui transforme en texte et qui transforme en support. En première lecture, mais ce n'est pas un regard de juriste, hein. En première lecture, eh bien, quand vous demandez dans un CSE d'enregistrer, eh bien, vous informez les participants de la réunion qu'elle sera enregistrée et vous expliquez l'utilisation et le cas dans lequel vous utilisez l'enregistrement. On peut penser que pour utiliser l'IA pour rédiger et retranscrire un CR de séance plénière, eh bien, ça marche un petit peu de la même manière. Avec vos outils internes. Avec vos outils internes. Et donc oui, ça peut être utilisé. Attention, si la réunion est très complexe, alors, les technologies évoluent, mais nos propres expériences font que on n'est pas 100% convaincu. On n'est pas encore 100% convaincu. Ça marche dans certains cas, donc ça ne marche pas. Mais en effet, il y a une question, le respect de la confidentialité, des données personnelles, etc., qui est centrale, notamment si vous utilisez des outils gratuits en ligne. Ça, il faut faire attention à la question de la confidentialité, tout à fait. Ouais, la différence entre vos outils internes qui, a priori, doivent être soumis à les entreprises, donc je pense par exemple à Microsoft, etc., qui donnent des garanties à votre entreprise de confidentialité, etc., d'usage exclusif et circonscrit, aux outils d'intelligence artificielle générative tels que ChatGPT, DALL-E, etc., qui sont... DALL-E, c'est peut-être pas le sujet, mais donc ChatGPT, par exemple, qui sont pas fermés à votre entreprise et donc qui posent des questions de confidentialité. Évitez de mettre le bilan social de l'entreprise sur ChatGPT. Voilà. Votre compte rendu de réunion de CSE, de manière générale, il va comporter des informations confidentielles sur votre entreprise, on peut le penser. Et donc, Clémentine a vraiment raison de le préciser. Du coup, regardez l'outil. Si c'est un outil qui aspire vos données, eh bien, vous allez le nourrir avec le contenu de la réunion et ça va alimenter son modèle, ça va alimenter ses datas et ça va alimenter aussi ses réponses pour d'autres questions. Et donc, soyez prudent dans l'utilisation. C'est vrai dans votre activité de CSE, dans votre activité professionnelle. Alors, sur les questions, effectivement, Copilot est limité aux données libres. Effectivement, aussi, ça rejoint un truc. Rapprochez-vous de votre DSI, en fait. Hein. À chaque fois pour voir, je pense qu'il faut pas prendre de risques en la matière. Comme l'IA se nourrit de données transversales, pour les questions, n'y a-t-il pas un danger à employer l'IA pour des données sensibles, même pour un compte rendu? C'est ce qu'on disait. Tout à fait. Alors, on n'avait pas vu que l'heure tourne. On va peut-être sélectionner une dernière question. Quelle différence entre Copilot et ChatGPT? On va répondre à celle-là et à préparer les salariés à l'utilisation de cette IA. Dans tous les cas, juste, il y a la possibilité, si vous avez des questions, etc., et qu'on vienne vers vous, vous pouvez répondre si vous souhaitez contacter. Alors, rapidement, Copilot, ChatGPT, c'est un moteur de fondation qui est pour une partie accessible au grand public et qui, dans la version grand public, parce qu'il y a différentes versions payantes, non payantes, et puis quand vous êtes entreprise, vous voyez différemment, utilise et capte votre information dans ce moteur. Qui génère ce que vous lui demandez. Voilà, qui génère ce que vous lui demandez. En texte. Copilot, c'est le même moteur que ChatGPT à peu de choses près, mais qui est intégré dans vos outils existants, Office, Outlook, Excel, PowerPoint, dans des moteurs de recherche, etc. C'est l'outil Microsoft. Voilà. Donc, c'est comme si vous avez ChatGPT dans vos outils du quotidien, avec cette fois-ci, alors encore une fois, ça dépend des cas d'espèce, il faut vérifier avec votre DSI, mais le fait que normalement, celui qui va utiliser Copilot et qui est votre concurrent, il ne va pas pouvoir avoir vos données parce que vous utilisez Copilot chez vous.
Donc ça, c'est une différence, mais c'est vrai aussi pour ChatGPT de manière différente parce que vous pouvez payer des solutions où vous ne donnez pas vos données. Sur la préparation des salariés, l'utilisation de cette IA, qu'est-ce qu'on peut dire? Acculturation? Acculturation. Risque, alors, et puis renvoyez-le peut-être, pour le coup, vous voyez peut-être ça sur une exigence à porter auprès de votre entreprise. Parce qu'effectivement, la question de l'acculturation numérique, des précautions, Voilà, des risques. des risques. Bah, c'est dans le devoir de formation parce que ça concerne l'entreprise. Donc là-dessus, on pense que interroger sur les moyens mis en œuvre pour l'entreprise pour accompagner les salariés dans l'utilisation, la transformation de leur métier, c'est plus vous pouvez alerter les salariés, bien sûr, sur les enjeux stratégiques, mais pour les préparer, c'est sans doute des investissements à consentir par les entreprises. Parce que l'intelligence artificielle, ça va, comme on dit souvent, ça va très vite, ça évolue très vite, et de nouveaux outils évoluent très vite. C'est important de ne pas, dès maintenant, commencer à accumuler une dette technique sur ces sujets-là pour tous vos salariés. Pour tous les salariés, pardon. Et on ne pourra pas traiter toutes les questions. Quelle formation, compétences, sensibilisation à développer? Les enjeux, en fait, ça renvoie à des questions numériques. Les enjeux de sécurité informatique, sans doute. Si on fait du génératif, c'est apprendre ce qu'on appelle le prompt, apprendre à parler avec la machine. Et donc, comment avoir des bonnes réponses et comment s'en méfier, les risques à ne pas prendre. C'est sans doute ça. Et dans le comment apprendre à prompter, entre guillemets, en fait, c'est vraiment l'enjeu, c'est comment utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de son métier. Donc, d'utiliser comme un plus et pas comme quelque chose qui va nous remplacer, qu'on ne connaît pas et qui est le danger. Enfin, je veux dire, voilà, il y a... Dans vos métiers et, je veux dire, dans vos organisations syndicales, parce qu'on connaît des syndicalistes qui utilisent le ChatGPT pour préparer des tracts, pour travailler sur des données. Donc, c'est aussi un outil pour vous. Voilà, donc comme on l'anticipait, on ne sera pas forcément en capacité de tout répondre. On vous remercie vraiment pour votre participation nombreuse à cet échange, pour les interactions par le fil conversationnel. On est vraiment à votre disposition, donc n'hésitez pas à demander à prendre contact pour échanger sur le sujet, parce que c'est un sujet qui avance vite, avec des évolutions chaque jour, un apprentissage profond, peut-être pour nous et pour vous, puisqu'on a des réseaux neuronaux, je crois, des incidences de ce sujet. Donc vraiment, encore une fois, le message, c'est pas un sujet de spécialiste, c'est le sujet de tout le monde. Voilà. C'est un sujet purement politique au sein de l'entreprise. Et donc, emparez-vous-en. Vous ne serez pas nécessairement les spécialistes. Peut-être qu'il y a des spécialistes dans la salle. Il y a des questions qui sont assez spécialistes d'ailleurs. Mais voilà, allez-y parce que c'est vraiment un champ important. Et personne d'autre que vous ne saura porter autant le fait que les salariés soient inscrits dans l'équation des intérêts potentiels de l'IA et pour éviter un scénario qui soit centré sur uniquement la réduction des coûts, l'automatisation, la productivité et qu'on aille vers les sujets plus positifs que vous portez au quotidien. Merci beaucoup encore et puis peut-être à bientôt pour de futurs échanges.